Alors bonjour, donc moi je vais à la suite de l'exposé de Benjamin vous proposer un voyage en Afrique où on va aller voir un petit peu plus près ce qui se passe sur le continent africain avec comme guide de voyage non pas le guide du routard mais plutôt quelques manuels de sciences sociales. Alors ce que Benjamin vient de vous dire, c'est qu'effectivement le changement climatique par définition, c'est un sujet qui intéresse toutes les disciplines, vous l'avez vu, les climatologues, mais aussi les océanographes, mais à l'autre extrême, les anthropologues, les géographes, les démographes comme moi. Donc je vais vous proposer ensemble d'essayer de répondre à une question un peu ambitieuse. On va juste évidemment évoquer quelques pistes, à savoir pourquoi et comment les sociétés rurales africaines se transforment dans un contexte de changement climatique qu'on observe aujourd'hui et comment on peut imaginer qu'elles vont se transformer dans les années, dans les décennies à venir. Alors on ne va pas parler de toute l'Afrique, hein. Quand on parle de l'Afrique, c'est un petit peu trop généralisé. On va surtout s'arrêter dans 3 pays, dans 3 étapes, à savoir les oasis tunisiennes ou les oasis du Sahara en général. Ensuite, je vous emmènerai sur les hautes terres malgaches et on finira dans la savane du Nord Bénin. Alors, les sciences sociales ont des choses à dire sur le changement climatique, même si ce n'est pas un sujet forcément très étudié encore en sciences sociales, puisque on observe, on explique les modes d'organisation et de fonctionnement des sociétés, les comportements des individus, ce qui va nous permettre de voir comment donc ces sociétés se transforment avec cette contrainte changement climatique. Alors on va mettre en œuvre, selon les sciences sociales d'ailleurs, des méthodes et des données différentes. On va travailler par questionnaire, par entretien, par observation. On va travailler sur des archives ou sur des photographies. Évidemment, on ne peut pas mettre, l'idéal serait de mettre une population sous cloche, de saupoudrer un peu de changement climatique et de voir ce qui se passe. Mais bon, vous l'imaginez bien, on ne peut pas le faire. Donc on a d'autres méthodes. Alors avec Benjamin, on a travaillé sur un même programme qui est en cours de valorisation, qui s'appelle ESCAPE, juste pour vous donner un petit ordre d'idée de ce qu'on y a fait. En tout cas, pour ma contribution, on a travaillé sur une enquête sociodémographique qu'on a menée auprès de 1120 ménages. Donc vous voyez, quelque chose d'assez ambitieux et donc ce qui recoupe à peu près un peu moins de 5000 individus, mais on pourra en rediscuter après si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce que les sciences sociales peuvent nous apprendre du changement climatique? Donc je vais vous présenter des résultats de recherche, à la fois de recherche auxquels j'ai contribué dans des programmes plus généraux, hein, c'est des résultats d'équipe. Les chercheurs ne travaillent jamais seuls, et puis aussi dans la littérature un petit peu, qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Alors d'abord, quelque chose d'important sur lequel on va revenir, c'est qu'il y a une très forte adéquation entre les types d'organisations sociales, familiales, et puis les environnements naturels, les ressources, l'eau, le climat, vous allez voir. Et donc ça nécessite effectivement, quand on bouge un peu le climat, quand on fait évoluer un peu ces données environnementales, des adaptations. Mais les adaptations qu'on suppose, qu'on envisage pour le changement climatique, elles ne sont pas forcément nouvelles. Et les sociétés, elles ont toujours été soumises à des chocs, à des aléas climatiques ou autres, et elles se sont toujours adaptées. Ensuite, le troisième résultat que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'évidemment tout ça se passe dans un monde complexe et que les sociétés, les individus, les familles, elles ne sont pas confrontées que au changement climatique, mais elles s'adaptent à tout un ensemble de contraintes et elles essayent de survivre en imbriquant tout ça. Alors, premier résultat qui peut paraître un petit peu loin de la question du changement climatique, mais qui en fait est au cœur de la question, c'est que ces sociétés rurales africaines, comme toutes les sociétés rurales du monde d'ailleurs, on y observe une très grande adéquation, certains chercheurs, anthropologues disent même une intimité entre les ressources naturelles et les modes d'organisation de la société et des familles. Alors, juste pour prendre un exemple, je voulais vous montrer ou vous parler des oasis, donc du fonctionnement des oasis du Sahara et de la gestion de l'eau. Donc voilà des modes d'organisation techniques et familiaux qui survivent, qui fonctionnent avec une ressource rare, qui est l'eau, mais qui est indispensable à la survie. Évidemment, sans eau, il n'y a plus d'oasis. Et donc, ça nécessite des techniques qui sont en général très très anciennes pour distribuer l'eau, pour faire remonter l'eau des nappes et ensuite pour les distribuer dans l'oasis pour que chaque parcelle
puissent bénéficier d'eau. Donc vous le voyez sur le petit schéma du haut, vous avez des canaux qui alimentent chacune des parcelles sur lesquelles on a planté des palmiers et puis éventuellement un peu de maraîchage. Alors ça répond à un système très complexe de distribution et de pouvoir. Et en dessous, vous voyez, vous avez un agriculteur avec des canaux de distribution et ce qu'on appelle un peigne qui permet de faire varier le début de l'eau en fonction soit de la disponibilité en eau. Quand il y a moins d'eau disponible, on fait varier ce peigne. Et puis aussi en fonction des droits de l'eau de chacun, en fonction de votre pouvoir politique, par exemple, de votre famille. Dans l'Oasis, vous n'avez pas le droit à la même quantité d'eau. Alors ce système de fonctionnement technique a beaucoup d'influence sur les modes d'organisation familiaux et sociaux. Parce que pour entretenir ces canaux, et l'entretien est absolument indispensable, si vous ne les entretenez pas, il n'y a plus d'eau, ça demande un travail très important et c'est fait évidemment par une main-d'œuvre plutôt, c'est un travail pas très valorisant, donc en général, ça a longtemps été fait par les esclaves, puis par les domestiques, et puis en dernier par les cadets. Donc ça nécessite, nous disent les anthropologues, un mode de hiérarchisation très fort dans la société. Il faut qu'il y ait des individus qui dominent pour aller vite et des individus qui sont dominés. Et c'est ceux-là à qui on va demander de travailler sur ces corvées peu valorisantes. Ça nécessite aussi une très grande coopération entre les individus. Pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde entretienne ces canaux, sinon ça ne marche pas. Donc ça demande une société qui fonctionne sur un mode de coopération et donc forcément avec des sanctions pour les gens qui ne respecteraient pas ça. Ça nécessite aussi que chaque individu soit excessivement dépendant des autres et dépendant de la famille. Et donc pour avoir une bonne gestion de cette ressource rare, on a des grandes familles en général qui sont managées, je ne sais pas comment on va dire, je cherche mon mémo, qui vont être, disons, où là, le pouvoir va être entre les mains des plus âgés, des hommes, bien sûr. Et donc, pour que ça fonctionne, pour que vous ayez des cadets, que vous ayez suffisamment de main-d'œuvre pour à la fois travailler sur l'exploitation et entretenir ces canaux, vous avez en général beaucoup d'enfants. Donc, c'est des sociétés où il y a des fortes fécondités. Ensuite, pour terminer sur ce point, les droits de l'eau et les droits de la terre étant en général héritables, pas forcément ensemble d'ailleurs, vous avez tout intérêt à vous marier avec des femmes ou des hommes de votre propre famille pour conserver dans votre famille les droits à la terre ou les droits à l'eau. Donc on a des systèmes de mariage endogamiques et ce qu'on appelle souvent, ce qu'on constate souvent comme des mariages entre cousins germains, voire des mariages croisés, on pourra y revenir si vous voulez. Donc ça, c'est le fonctionnement de l'Oasis. Donc vous voyez qu'il y a un très fort lien entre les ressources naturelles, entre la gestion des ressources naturelles et le système social. Alors ça, c'est la situation d'une oasis. Vous avez évidemment d'autres systèmes sociaux. Là, je vais passer rapidement, mais là, c'est Madagascar. Vous voyez, là, vous êtes donc sur les hautes terres de Madagascar, chez les riziculteurs, on y reviendra tout à l'heure. Et là, l'eau est évidemment une ressource importante, beaucoup moins rare, en tout cas sur cette partie des hautes terres, et c'est plus du tout la gestion de l'eau qui va être structurante de la société. D'ailleurs, les agronomes qui ont travaillé sur certains terroirs disent que c'est une gestion complètement anarchique, il y a des canaux dans tous les sens, ça se superpose, ça se chevauche dans certains endroits. Mais par contre, ce qui va être structurant, c'est la terre, parce que c'est la ressource qui va être la plus rare, et notamment à cause de problèmes d'érosion des sols suite à des pluies. On y reviendra. Et là, le fait que ce soit cette terre qui soit structurante de la société, vous avez un système social et familial qui est totalement différent de celui des oasis. Vous avez de la propriété individuelle, de l'autonomie conjugale, autrement dit, on ne cohabite pas entre générations, on vit juste un couple et des enfants, beaucoup de coopération entre conjoints, mais pas du tout entre voisins ou entre familles. On coopère au sein des ménages, mais pas forcément avec ses voisins sur les ressources naturelles. Et on a des mariages qu'on va dire exogamiques, c'est-à-dire comme les femmes et les hommes héritent, vous avez tout à fait intérêt à vous marier avec une femme qui n'est pas de votre famille, mais qui va avoir des terres un peu plus loin, par exemple, pour pouvoir amener dans votre famille des nouvelles terres. Donc voilà, juste ce préalable pour vous dire qu'il y a une très forte interaction, adéquation entre les ressources naturelles et les sociétés. Donc ça, c'est important parce qu'on peut alors imaginer que tous les changements climatiques qui vont avoir lieu vont avoir des conséquences, Benjamin vous l'a dit, sur les
les cultures, sur les variétés qu'on va pouvoir cultiver, sur les rendements agricoles, mais aussi sur la société en général, et donc sur les modes d'organisation familiaux et sociaux. Et donc, devant ce défi climatique inédit, il est effectivement pour nous, chercheurs en sciences sociales, difficile de prédire ce qui va se passer. Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Par contre, si je regarde dans la littérature et ce qui se passe aujourd'hui, ce que je sais, c'est que de tout temps, les sociétés ont été affectées par les aléas, les changements et les catastrophes climatiques ou environnementales. Benjamin en a cité quelques-unes, les sécheresses, les inondations. Madagascar est balayé par les cyclones très très fréquemment. Et de tout temps, les sociétés, les individus, les familles s'y sont adaptés, plus ou moins bien, mais elles se sont toujours adaptées. Et ces adaptations, les possibilités en termes d'adaptation des populations rurales, elles sont très nombreuses. Alors, elles peuvent être dans le champ de l'agriculture, on change de variété parce qu'il y a moins de précipitations, il y en a plus, mais on peut aussi avoir des adaptations plus sociales ou plus démographiques. Alors, une des adaptations les plus visibles et les plus frappantes qu'on peut voir, c'est évidemment la migration environnementale. On l'a vu en Asie, quand il y a eu un tsunami ou d'énormes pluies, des inondations. Les populations se déplacent, changent de lieu de vie. Alors, en général, c'est plutôt des migrations internes. Les gens partent avec l'idée de revenir. Alors, il y a aussi des migrations qui peuvent être liées à une dégradation plus lente de l'environnement, mais c'est effectivement un peu plus rare. Alors, revenons donc à Madagascar pour voir un petit peu ce qui s'y passe en cas de choc climatique ou d'aléas climatiques. Donc l'activité à Madagascar sur ces hautes terres rizicoles, elle est contrainte par plusieurs choses. D'abord, elle est contrainte par, on l'a dit, des chocs climatiques assez fréquents, et notamment des ouragans, des cyclones qui passent régulièrement sur ces hautes terres. Alors les cyclones sont plutôt, ils passent rarement totalement au-dessus, mais ça provoque des pluies très importantes. Et puis on va avoir des années où il y aura moins de pluie. Donc ça pose aussi des problèmes pour ces riziculteurs. Et puis une forte contrainte sur le foncier. Le fait que les pluies soient irrégulières fait qu'on a des vrais problèmes d'érosion des sols. Et puis en plus, avec ces systèmes d'héritage et de morcellement des terres, aujourd'hui, un agriculteur sur les hautes terres malgaches a moins d'un demi-hectare à sa disposition. Donc c'est vraiment très peu. Alors comment ces familles font pour s'adapter, pour essayer de gérer ces aléas, ces risques, ces chocs climatiques? D'abord, ce que nous disent les agronomes à Madagascar, c'est qu'ils n'ont de cesse, depuis le début du XXe siècle, de renouveler leurs pratiques et leur savoir agricole. D'accord ? Un agronome parle même de changement de paradigme. Il dit, ils ont changé, ils ont mis de plus en plus de riz pluvial, ils sont passés au labour attelé, ils ont planté leur riz différemment, en ligne plutôt qu'en foule. Tout un ensemble de nouveautés, d'innovations techniques qui viennent soit des paysans eux-mêmes, soit qui sont apportées par l'extérieur, par l'État par exemple. Alors les paysans s'en saisissent, acceptent certaines propositions qu'on leur fait, en refusent d'autres, mais en tout cas ils sont capables sans cesse de renouveler des savoirs, de renouveler des pratiques agricoles. Et puis ensuite, il y a tout un ensemble d'adaptations démographiques qui sont intéressantes, et notamment si on regarde un peu la littérature anthropologique et quand on se promène dans ces rizières agricoles, ce qui est un peu étonnant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est sur des sociétés où vraiment on a des petits ménages, on ne cohabite pas entre générations, on a finalement assez peu d'enfants, et puis il y a une très grande mobilité des individus qui partent quelques années, qui reviennent, qui font sans cesse l'aller-retour. Et ça, ces modifications de l'unité résidentielle, c'est-à-dire du nombre d'individus dans ces ménages, peut être interprétée comme une adaptation aux chocs et aux aléas climatiques. Autrement dit, une mauvaise année, on va inciter fortement les jeunes adultes à partir en migration. On peut éventuellement déscolariser les enfants pour les envoyer travailler aussi en ville, donc ça fait d'autant moins d'individus. Inversement, et puis donc on va se séparer d'un maximum de membres du ménage, on va faire des toutes petites unités. Puis inversement, si ensuite il y a eu plusieurs années bonnes et qu'on
a besoin un peu plus de main-d'œuvre, qu'on a un peu plus de capital. On peut accueillir des enfants de la parenté pour travailler, accueillir des personnes étrangères pour éventuellement avoir un ménage un peu plus gros et faire travailler la terre et ensuite espérer des meilleures années. Donc, on peut imaginer que ces formes de fonctionnement démographique sont des formes d'adaptation aux aléas climatiques. Et donc, ce qui nous permet de dire que ces populations, elles ont évidemment, comme le disait Benjamin, des capacités d'adaptation. Pour finir, et je serai assez bref sur ce dernier point, il faut quand même préciser que les stratégies d'adaptation des sociétés rurales africaines et des individus sont inscrites dans une très grande complexité et elles répondent à un ensemble de facteurs qui sont eux-mêmes en interaction. Et les changements climatiques que vous a décrit Benjamin, aussi majeurs soient-ils, aussi importants soient-ils aujourd'hui et dans les années et les décennies à venir, ne sont finalement qu'une partie des contraintes et des opportunités qui vont affecter les sociétés rurales africaines. Aujourd'hui, les sociétés rurales africaines, pour une partie, elles sont confrontées à des problèmes de volatilité des prix agricoles, des problèmes de gouvernance, des problèmes sanitaires très importants, comme vous le voyez, tout un ensemble de contraintes qui font que sans cesse, les paysans composent, s'adaptent aux unes et aux autres, et que le changement climatique, c'est une contrainte de plus qui peut-être sera une des plus importantes, mais qui en tout cas doit composer avec d'autres. Alors juste un petit exemple rapide, on parlait des palmeraies tunisiennes tout à l'heure. Voilà l'état de la palmeraie de Tozeur au sud donc, de la Tunisie, qui est une palmeraie historique, qui était une magnifique palmeraie. Aujourd'hui, si la palmeraie de Tozeur est en train de mourir, c'est pas parce qu'il y a du changement climatique ou une pénurie d'eau, c'est juste parce qu'on a installé à côté de la palmeraie, entre autres, ça raccourcit un peu vite, mais un énorme golfe, des hôtels monstrueux, qu'on a construit un aéroport énorme, et que toute l'eau qui était utilisée pour la palmeraie est aujourd'hui utilisée pour faire fonctionner le magnifique golfe et les hôtels à côté. Donc là, le changement climatique, il est très très loin de ces palmeraies. Alors juste là vraiment pour finir, je vais vous parler du Bénin, donc le terrain sur lequel on a partagé un programme avec Benjamin. Donc le Bénin, la commune de Djougou au nord du Bénin, c'est une région qui aujourd'hui est déjà concernée par les changements climatiques. Les populations d'ailleurs s'en rendent bien compte, elles ont déjà effectivement, comme le disait Benjamin, pour le Sénégal, déjà changé quelques-unes de leurs pratiques. Mais quand vous discutez avec les familles, vous vous rendez compte que aujourd'hui, leur premier souci, c'est d'abord une question de capital humain, de main-d'œuvre disponible. Donc, malgré le fait que ce soit des grands ménages, vous avez 33%, presque plus d'un tiers des ménages, des chefs de ménage qui sont polygames. Ils ont en moyenne 8 enfants, donc c'est vraiment des ménages très importants. Là, vous avez une photo de famille d'un paysan de Djougou, Peul, qui a participé donc à cette enquête. Malgré ça, ils ont beaucoup de problèmes, de difficultés à cultiver certaines terres parce que une partie des gens sont malades constamment parce qu'il y a peu d'accès à la santé. Les hommes adultes ne veulent plus rester ici, ils veulent aller travailler au Nigeria en tant que salariés agricoles. Et malgré tout ça, malgré le fait que ce soit des grands ménages, leur souci premier aujourd'hui, c'est plutôt un problème de capital humain plus qu'un problème de changement climatique. Or, c'est très important parce que c'est aussi ce capital qui va leur permettre de s'adapter ou de ne pas s'adapter. Le fait qu'ils n'envoient pas leurs enfants à l'école pour les laisser travailler sur les exploitations agricoles, par exemple, ça, c'est un cercle vicieux qui fait qu'après, ils auront d'autant plus de mal à s'adapter au changement climatique. Voilà, donc pour conclure, reprendre donc les 3 points sur lesquels je voulais partager vraiment quelques brèves réflexions avec vous. Donc vous l'avez vu, il existe une forte adéquation entre les ressources naturelles et les formes d'organisation sociale. Et donc, ça laisse supposer que le changement climatique va avoir des effets importants sur les fonctionnements des sociétés. Que les sociétés, il ne faut pas les sous-estimer, ont des capacités d'adaptation propres, internes, sans intervention extérieure. Qu'elles s'adaptent sans cesse aux changements climatiques et environnementaux, mais aussi à beaucoup d'autres changements. Donc ça remet un peu en cause l'idée qu'il y aurait des traditions, des pesanteurs culturelles ou un équilibre ancien qu'on aurait du mal à faire bouger. Il y a sans cesse des adaptations, des modifications, des innovations.
Et puis, ça laisse beaucoup de questions ouvertes auxquelles je n'ai pas forcément de réponse, mais en voici 3, donc, qui sont des questions d'ailleurs sur lesquelles Benjamin a déjà commencé déjà évoqué. C'est les capacités d'adaptation des populations rurales que nous observons aujourd'hui. Suffisent-elles pour faire face aux changements climatiques à venir qui seront, comme l'a montré Benjamin, très importants? Quelles seront les populations qui seront le plus capables de s'adapter? Donc effectivement, on a parlé des problèmes de scolarisation, de santé. Et puis, le terme d'adaptation est un terme qui est très usité en sociologie, en anthropologie, mais aussi qui est un terme qui est très important pour le GIEC. Le GIEC en donne une définition, et pour la sphère politique, puisque on met aujourd'hui en place énormément de programmes nationaux d'adaptation dans les pays africains, par exemple, et on peut aussi s'interroger sur ce que pourrait être le contenu des programmes d'adaptation au changement climatique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Juste quelques éléments. Avant de finir, je voulais juste dire qu'aujourd'hui, c'était une journée de mobilisation des chercheurs qui, normalement, sont en grève. Donc, je voulais juste dire qu'on s'y associait et qu'on espère qu'on pourra continuer à faire longtemps de la recherche, et longtemps de la recherche en sciences sociales ou en climato au Sud. Merci beaucoup, Bénédicte Gatineau. Les sciences sociales sont assez méconnues, surtout ici, qui a longtemps été un endroit de sciences dures. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment vous travaillez sur le terrain? Combien de temps dure une campagne? Combien de personnes vous observez? Quelle est votre méthodologie? Comment ça se passe, en gros? Alors, je ne représenterai pas toutes les sciences sociales, mais je vais parler de mon expérience de démographe. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, j'appartiens à un institut qui s'appelle l'Institut de recherche pour le développement, comme Benjamin. Et par cet institut, je suis affectée dans les instituts de recherche au Sud. Donc, j'ai passé 4 ans au Bénin, 5 ans à Madagascar et 2 ans et demi en Tunisie, dans un institut de recherche du pays. Et donc, ce qui me permet de faire énormément de ce qu'on appelle le terrain, c'est-à-dire de passer du temps dans ces zones rurales. Alors, les données collectées, elles sont quelquefois très formalisées, très normalisées, comme ces grandes enquêtes qu'on a fait pour le programme ESCAPE, où là, avec un questionnaire, on est passé chez 1120 ménages, des questionnaires assez longs. On a recueilli, par exemple, toute la composition des ménages, leurs pratiques agricoles, des données sur la scolarisation des enfants, sur la santé, des choses comme ça. Et puis aussi, il y a tout un travail plus personnel de terrain. Donc, il y a des entretiens, aussi beaucoup d'entretiens qualitatifs. Et puis, simplement de passer beaucoup de temps sur le terrain, de discuter avec les gens, d'observer, d'aller relever des prix agricoles dans les marchés, de discuter avec les instituteurs, avec les médecins, avec les maires, les autorités.